Donc, je m'appelle Aurélien Chiraud, je suis licencié de l'université de Toulouse en développement Internet en 2003. Je suis freelance depuis 2007, donc développeur. Aujourd'hui, l'usage, c'est, enfin le terme, c'est développeur full stack, c'est-à-dire je fais du développement, je fais de l'infogérance, de l'hébergement de sites internet. Il y a 5 ans, pour un peu agrémenter la chose, j'ai monté une agence web avec différents associés. Donc on fait sensiblement la même chose, sauf que donc, mes associés font du design, du web design, du marketing, du référencement. Et en dernier lieu, je suis membre d'une entreprise coopérative, une coopérative d'activité et d'emploi. Donc en fait, c'est une entreprise où on est aujourd'hui, je crois, 142 indépendants qui nous sommes regroupés pour avoir des moyens en commun dans une entreprise à gouvernance démocratique. Pour la petite histoire. Voilà. Donc aujourd'hui, ce soir, on parle d'HTTPS. Alors pourquoi on s'embête un petit peu avec HTTPS? Le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un contexte, depuis une quinzaine d'années, on est à la préhistoire d'Internet. Je pense que nos successeurs rigoleront peut-être un petit peu quand ils verront ce qu'on a fait jusque-là. Depuis 15 ans, quand même, il y a un besoin de professionnalisation de la chose. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus des entreprises qui ont des moyens et qui ont besoin de sécuriser les données de nos clients. C'est-à-dire que maintenant on a des services en ligne, des services bancaires, on a du e-commerce, on a des données sensibles qu'il est absolument impératif de protéger, ce qui n'était pas particulièrement le cas quand on a inventé les premiers protocoles. À côté de ça, il y a quand même toute une population de joyeux lurons dont on peut peut-être éventuellement faire partie, qui ont les moyens de profiter un petit peu des protocoles pour détourner, pour un peu emmerder le monde. Et donc, voilà, il y a tout un florilège de techniques, que ce soit le déni de service par brute force, que ce soit les injections SQL, les failles cross-scripting, CSRF, qui nous montrent un petit peu qu'on doit vraiment devenir un petit peu plus sérieux dès lors qu'on veut mettre des services en ligne. Notamment les interceptions de données, que ce soit le vol de cookies, session, login. Voilà, donc les enjeux, je l'ai évoqué très rapidement, je vais passer, que ce soit les banques, le e-commerce, etc. Il y a un truc qui est important, c'est l'identité numérique. C'est-à-dire que bien souvent, une entreprise qui va aller sur Internet, elle va peut-être risquer des choses, mais surtout elle va risquer des données personnelles, l'identité numérique de ses utilisateurs. Quand on se connecte à Facebook, c'est nos propres données qu'on met en jeu. Facebook, eux, à la limite, il y aura peut-être un peu de com de crise à faire, mais l'enjeu, il n'est pas forcément là. Alors, en ce qui concerne la réponse aux problèmes de sécurité, vous connaissez la double identification, c'est-à-dire que quand je m'identifie maintenant sur mon réseau social, sur le site de ma banque, je mets mon identifiant de mon mot de passe, mais si je m'identifie sur un périphérique, ordinateur, téléphone, tablette qui est nouveau, le service va le repérer, va considérer que ce périphérique n'est pas forcément valide, donc trouver un second moyen, en général le téléphone, pour m'envoyer un SMS et valider vraiment que le canal est sûr. Les mises à jour automatiques aussi, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus quand on installe des solutions libres type WordPress ou autre. Maintenant, en un simple clic, on a compris que la mise à jour est plus facultative. Un site internet, il est en ligne 24 heures sur 24. Quand on analyse les logs, on voit qu'on a des attaques en général sur nos serveurs. Pour donner un ordre d'idée, toutes les semaines il y a des attaques, par brute force, par autre moyen. Quand il y a une faille de sécurité qui est découverte sur un système libre, il allait publier la faille et elle est exploitée massivement. Donc ce n'est pas parce qu'on a un site internet à faible trafic qu'on peut se dire je vais passer entre les mailles du filet. S'il y a une faille, elle sera exploitée, vraiment. Donc mise à jour, HTTPS est aussi un super moyen de se protéger de certaines problématiques. Si je reviens à 2 diapos avant, en fait HTTPS va surtout être présent va nous permettre un petit peu d'améliorer ces points-là. On va le voir. Et la formation, la sensibilisation qui évidemment sont toujours des choses à avoir à l'esprit. Il faut vraiment savoir se remettre en question.
Voilà, cette petite intro très rapide, simplement pour dire que HTTPS, ce n'est pas la solution à la sécurité. C'est pas ça. C'est une des solutions pour certains problèmes, mais la sécurité informatique, c'est un cadre général qui doit, il faut toujours se remettre en question sur ces problématiques-là. Alors, je vais parler un petit peu plus précisément maintenant des SSL. Donc, HTTPS, c'est donc HTTP plus Secure Socket Layer, donc qui est le successeur de TLS. En fait, le truc sympa avec ces protocoles, c'est que dans le modèle OSI, si vous connaissez un petit peu les différentes couches réseau, c'est quelque chose qui s'intercale entre la couche transport et la couche application. Ce qui signifie en pratique que quand on fait des sites internet, quand on développe une application, sensiblement, on n'est pas impacté par HTTPS. On n'est pas non plus dans la couche matérielle. HTTPS, on va plutôt être au niveau de l'application serveur Apache, donc couche transport, couche session. Tout ça pour dire que c'est quand même relativement pratique comme protocole. Et à quoi ça sert? HTTPS nous donne deux points clés qui sont importants. L'authentification, savoir à qui j'envoie ma requête, et je sais que si je la destine à un tel, c'est un tel qui va la recevoir, et la confidentialité. La confidentialité, c'est que en fait, les messages qui sont envoyés et reçus sont cryptés, et donc aucun tiers ne peut les ouvrir, les décrypter. Donc si on ne peut pas les décrypter, on ne peut pas modifier l'intérieur. Donc du coup, c'est quand même assez pratique. Si j'envoie un mot de passe, si j'envoie un message, je demande quelque chose, c'est ce quelque chose qui arrive. Voilà. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le concret de comment ça fonctionne. Et pour démarrer, en fait, on va commencer par cette notion-là, la cryptographie asymétrique. La cryptographie asymétrique, c'est cette histoire de clé publique, clé privée. Alors, je ne sais pas si en général vous êtes à l'aise avec ça. On va le voir. La cryptographie asymétrique, on va aussi parler de cryptographie symétrique. La crypto symétrique, c'est en fait ce qu'on connaît et ce qu'on imagine assez facilement dès lors qu'on parle de coder des messages. Et c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis, là on peut parler de l'histoire, des Grecs, des Égyptiens. La crypto symétrique, ça consiste simplement à définir un code, un dictionnaire, une méthodologie de cryptage, un algorithme qui permet de encoder et de décoder. Et quand je vais envoyer mon message à mon destinataire, j'envoie le message codé, mais il aura fallu au préalable que je lui ai envoyé la méthode d'encodage et décodage, donc l'algorithme code et décode. Donc ça pose des problèmes dans le sens où il y a une faille dans le système. Il ne faut pas que la clé, au moment où je la partage, elle soit volée. Sinon ça fout un petit peu tout en l'air. La cryptographie asymétrique, qui est basée donc sur ce système de clés privées et publiques, fonctionne comme ça. Pour crypter un message, je vais me générer deux clés, une clé A et une clé B. Donc pour crypter, j'emploie la clé A, mon message est crypté, et la clé B sert à décrypter. Et le côté sympa, c'est qu'en fait ça fonctionne dans les deux sens. Si je prends la clé B pour crypter, c'est la clé A qui va décrypter. Donc si vous êtes à l'aise avec ça, le concept est assez simple. Finalement, on a compris à peu près la moitié du système. La seule petite subtilité, c'est qu'une des deux clés, on va la définir privée. C'est-à-dire qu'on va la mettre dans la poche, on ne va plus jamais la sortir. Elle ne sortira pas du serveur, on ne la transmettra pas et on va devenir paranoïaque sur cette clé. Ça sera la clé privée. Et l'autre clé, au contraire, on va la laisser disponible à qui veut. C'est-à-dire que si sur un serveur web, quelqu'un veut faire une requête et récupérer la clé publique, n'importe qui peut la récupérer. Voilà, il y a deux applications à ce système-là et c'est ce qui... je vais essayer de vous montrer que c'est quand même plus sympa que la cryptographie standard. Il y a deux usages possibles. Je vais vous les montrer. Donc le premier, concrètement, je suis émetteur, je suis un internaute, je suis quelqu'un qui veut communiquer avec un service, un serveur. Je vais télécharger sa clé publique. Donc sa clé publique en libre téléchargement. Je crypte mon message, je crypte ma requête HTTP, je crypte mon truc et je lui envoie. Comme je l'ai envoyé mon message et que je l'ai crypté avec cette clé publique, il est le seul à pouvoir décrypter le message. Donc c'est assez simple. Et donc, peu importe ce que j'écris dans le message, il sera le seul absolument
à pouvoir décrypter, on est dans le domaine de la confidentialité. Donc là, j'envoie un message confidentiel. Bon, c'est assez simple à comprendre. Et comme je vous disais tout à l'heure, que en fait, le cryptage-décryptage fonctionne dans les deux sens, on pourrait imaginer un scénario inverse. C'est-à-dire que si moi, je peux me générer aussi une clé privée, une clé publique, j'utilise ma clé privée, ma clé publique, je peux tout à fait crypter mon message avec ma clé privée, qui m'est personnelle, envoyer mon message au destinataire, lui récupère ma clé, et il décrypte le message. Le problème, c'est que si le message est intercepté entre les deux, je vous montre la diapo, si le message est intercepté entre les deux, n'importe qui peut télécharger ma clé publique et puis décoder le message. Donc du coup, là, l'intérêt, il est plus... c'est plus un problème de confidentialité. Mais le truc, c'est que si n'importe qui peut récupérer mon message dans ce contexte-là et le décoder avec la clé publique, le gros avantage, c'est qu'on sait que forcément, c'est moi qui suis l'auteur du message. Puisque c'est ma clé publique qui décode le message. Et là, en fait, on est en autre chose. Là, en fait, c'est de la signature. C'est-à-dire que si c'est ma clé qui décode le truc, c'est forcément moi qui suis l'auteur du message. Donc en fait, le système de cryptographie asymétrique permet soit d'apporter de la confidentialité, soit de signer. Et si on veut les deux, on peut aussi le faire. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez le réseau Tor, qui est en fait un logiciel qui permet de naviguer en tout anonymat. En fait, le réseau Tor, il fonctionne de cette manière-là. Si je veux visiter un site internet, je vais ouvrir mon navigateur configuré avec Tor, et je vais saisir une URL, appuyer sur OK, ça va générer une requête. Mais plutôt que de l'envoyer avec le chemin le plus court vers le serveur, et de m'identifier auprès de ce serveur, ça va l'envoyer auprès d'un copain qui est aussi dans le réseau Tor. Et lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va crypter ma demande et l'envoyer à un autre copain. Mais moi, je ne sais pas où est-ce qu'elle va aller, ma requête. Et le deuxième copain, il ne sait pas non plus qui est l'auteur de cette requête-là. Et en fait, ma demande de page, elle va aller comme ça, sautiller, rebondir sur quelques nœuds, je ne sais pas combien. Et à chaque fois, ça va être crypté en plus. Donc en fait, si on prend une requête HTTP dans le réseau Tor à un moment donné, on sait peut-être le précédent nœud qui aura envoyé, mais en fait, on ne sait pas où ça va vraiment et d'où ça vient. Et en fait, donc comme ça, la requête, elle rebondit jusqu'à arriver au serveur. Et quand elle repart, quand le serveur envoie la page internet, à chaque fois, elle fait le chemin inverse. Et à chaque fois, en fait, le nœud est décrypté. Donc du coup, en fait, c'est crypté X fois tout le long, et c'est décrypté uniquement à la fin. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça le réseau Tor, the onion router. Et en fait, on fait l'analogie en fait, avec les couches d'un oignon. Voilà. Alors en fait, pour revenir à notre histoire de cryptographie asymétrique, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir un message qui est confidentiel et signé. Il suffit de crypter deux fois. C'est-à-dire que si je reviens à mon exemple, je suis un internaute, j'ai envie de récupérer un message qui soit les deux. Je vais d'abord le crypter avec ma clé privée. De cette manière-là, le serveur va savoir que j'en suis l'auteur puisqu'il va récupérer ma clé publique, il va voir que ça fonctionne. Donc je vais faire ce premier cryptage. Et ensuite, je vais télécharger la clé publique du serveur et le crypter. Et de cette manière-là, il sera le seul à lire le message. Voilà, ça c'était le préambule sur la cryptographie asymétrique. Et on se rend compte déjà, comme le message n'est pas lisible, qu'on a aussi un domaine on a aussi l'avantage de la confiance, puisque le message forcément intègre. Et bon là je parle un petit peu vite, mais ça, vous suivez ou ça va là si on veut faire un point un petit peu sur ce que j'ai dit rapidement, on peut se dire ok, en fait les grands concepts d'HTTPS ils sont déjà là, avec une simple clé publique, une simple clé privée, j'ai les grandes protections qui sont déjà apportées. Mais il y a encore un petit souci, léger, mais quand même assez substantiel. C'est l'authenticité du destinataire. Et là, je vais vous expliquer un petit peu le cas du phishing. Vous avez tous reçu un mail frauduleux de votre banquier avec des fautes d'orthographe qui essaie de vous rediriger vers un site très bien fait, un peu banque, mais qu'on appelle communément du phishing. Un mail qui n'est pas du tout issu de votre banquier et qui essaie de vous récupérer vos identifiants et vos mots de passe.
Si jamais, dans un avenir incertain, les mecs qui font du phishing venaient à faire des mails sans faute d'orthographe vraiment bien reproduits, on pourrait se faire piéger par ce genre de choses. On peut imaginer, hein. Et ça pourrait être emmerdant, je mets mon identifiant, mon mot de passe, j'appuie sur Entrée, ah merde. Et là, le problème, c'est qu'un jeu de clé privé-public serait pas suffisant, parce qu'après tout, le système me garantirait que simplement, oui, je me suis bien connecté à un pirate, et je l'ai fait en toute confidentialité avec ce pirate. Mais le problème, c'est que l'identité de ce pirate, si j'ai pas été attentif sur l'URL, qu'elle n'était pas forcément bonne, le problème s'arrête là, quoi. J'ai le bec dans l'eau. Alors, c'est pour ça qu'en HTTPS, en fait, on injecte une autre notion, celle du tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est ce qu'on appelle l'autorité de certification, l'UCA en anglais, souvent on voit ça. Et en fait, l'autorité de certification, elle a plusieurs rôles. D'abord, elle détient l'identité réelle de qui est derrière un site internet, de qui est derrière le serveur. Vous voyez bien derrière ? Ok. C'est-à-dire que quand je mets en place un certificat SSL sur un site internet, l'autorité de certification à laquelle je m'adresse peut me demander des informations qui peuvent aller loin. Par exemple, une fois j'ai mis un certificat qui était décerné par Comodo, qui est une grosse société américaine qui a pignon sur rue dans le domaine. Les mecs, il a fallu que je leur téléphone à 4h du matin, parce que c'est l'horaire aux États-Unis tous les jours. Il a fallu que je génère une adresse email particulière en je sais plus quoi, arrobas de nom de domaine que je voulais protéger. J'ai mis en place ce nom de domaine, ce certificat pour un client. Ils avaient besoin des données de société, alors je ne sais plus, ils ont leur équivalent de société.com. Bref, ils ont fait quand même une recherche sur qui j'étais, et comme j'étais pas à l'intérieur de la société mais qu'un prestataire, bon, ça a été assez loin. L'autorité de certification a ce rôle-là. Et on voit bien, par exemple, dans le cas du phishing, que si le site était protégé par HTTPS, ça n'aurait pas trop de sens. Moi, je suis pirate, je fais un site qui clone une banque. Si j'ai mis un certificat SSL, ça veut dire que le mec que je pigeonne, il se met en relation avec l'autorité de certification qui donne mon identité réelle. Donc le tiers de confiance, c'est quelque chose de particulièrement important en HTTPS. Les autres rôles de l'autorité de certification, c'est du coup évidemment de rassurer le client, ça en découle. Et en troisième lieu, l'autorité de certification vend des assurances aux prestataires de services, à l'entreprise qui utilise le serveur. Dans le cas du e-commerce, ça se comprend tout à fait. Par exemple, si jamais un e-commerçant se fait pirater et qu'on se rend compte que c'est un problème lié à l'authentification au certificat SSL, l'autorité de certification, par le jeu d'assurance, peut mettre en avant des sommes qui parfois d'ailleurs dans certains certificats sont très importantes. On imagine des gros services en ligne, effectivement. Et moi-même en tant que prestataire pour des e-commerçants, c'est quelque chose que je reporte aux e-commerçants. Non pas que je le reporte financièrement, mais au moins ça fait partie du rôle de conseil que j'ai, de dire voilà, un certificat dans certains cas de figure peut valoir plus cher, mais va apporter aussi d'autres avantages. Voilà l'autorité de certification. Alors, comment ça fonctionne ? Là, on commence à rentrer dans le concret, dans la mise en place. J'ai mon serveur web. Alors, moi, habituellement, je prends mes certificats chez mon hébergeur. Pour une histoire de simplification, c'est que mon hébergeur, j'ai déjà des contrats avec lui. Je paye, donc il me connaît. Donc la dimension administrative est plus légère parce que je suis déjà identifié en tant que personne. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je loue mon serveur auprès d'un prestataire, que ce soit LosData, OVH, Gandhi ou autre, et je vais générer ce qu'on appelle une CSR, une Certificate Signing Request. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En général, on génère ça en ligne de commande. En fait, c'est un certificat, on le génère soi-même, mais non signé. Un certificat non signé n'a pas de valeur en soi. Et en fait, on demande à l'autorité de certification de le signer. Alors, pour rappel,
quand je dis l'autorité de certification va signer mon certificat, ça veut dire qu'en fait, elle va le crypter avec sa clé privée. Et donc, du coup, ce certificat que je proposerai sur mon serveur, qui sera téléchargeable au moment des connexions, chaque internaute pourra, avec la clé publique de l'autorité de certification, constater qu'effectivement, c'est uniquement elle qui a signé le certificat. Et ce qui en découlera, les données à l'intérieur, finalement, seront valides. Et là, on commence à rentrer déjà dans le... J'ai peut-être un peu pris d'avance sur le reste, mais on commence à rentrer dans la logique HTTPS. En fait, HTTPS, c'est un jeu à trois. J'ai mon client, mon serveur, l'autorité de certification qui valide l'ensemble. Donc, en fait, j'ai ajouté la clé publique. Quand on fait la demande de signature de certificat, on ajoute la clé publique, mais en fait, ça c'est transparent. Je ne rentrerai pas particulièrement dans les détails. Donc, on envoie ce fichier-là, et en fait, l'autorité de certification, quand elle a fait les validations de rigueur, nous renvoie le fichier, et on n'a plus qu'à l'installer.